Premier invité politique ce matin, c'est Philippe Dallier. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat, encore pour quelques heures au moins. On est ensemble pendant une quinzaine de minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal, des journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Philippe Dallier, d'abord, quel bilan vous faites des sénatoriales pour votre groupe Les Républicains ? Bien, écoutez, 154 sénateurs alors que nous partions de 144. Dans nos estimations les plus hautes, nous ne l'espérions pas. Donc s'il y a un groupe politique qui a remporté cette élection sénatoriale, c'est bien le groupe des Républicains. C'est une bonne surprise pour vous ? C'est une très bonne surprise, une très très bonne surprise. Et alliée aux centristes, la majorité sénatoriale sort véritablement renforcée. Elle est la gagnante de cette élection, parce qu'hier soir, en début de soirée, on nous refaisait le coup des écolos qui progressent, etc. Mais enfin, il faut regarder les choses. Si nous gagnons des sièges, c'est bien parce que certains en perdent. Les socialistes en perdent, la République en marche en perd, les radicaux de gauche en perdent. Certes, il y a la constitution de ce groupe écologiste, mais c'est à la marge tout cela. Et c'est bien d'ailleurs la suite des municipales, parce que là aussi, je vais le redire, nous avons gagné les municipales. Et sur le deuxième tour, avec le résultat de quelques grandes métropoles où effectivement les écologistes l'ont emporté, certains ont donné le sentiment que c'était là le fait politique majeur. Non, le fait politique majeur post-municipal, c'est bien le net renforcement de la majorité sénatoriale. Et les LR qui au municipal ont remporté près de 60% des villes de plus de 9000 habitants. Un mot sur Lyon, puisqu'on vient d'entendre Quentin nous faire un bilan sur cette élection dans le Rhône, où la droite était divisée. Alors certes, vous avez gagné des sièges, mais est-ce que vous payez vos divisions ? Est-ce que vous auriez pu en remporter plus ? Manifestement, oui, puisqu'à Lyon, nous avons perdu un siège. Mais c'est toujours la même règle. Lorsque nous sommes unis, et le mode de scrutin, effectivement, favorise les listes qui sont importantes en termes de nombre de voix. Et donc, nous avons perdu un siège dans le Rhône. Bon, mais ça s'est produit également dans le camp d'en face. Voilà, on ne peut que le regretter. La victoire eût été encore plus belle à 155 sénateurs. Est-ce que c'est aussi un peu le fruit du travail de contre-pouvoir et d'opposition, on va dire, qui n'est ni pavlovienne, ni évidemment systématiquement avec le gouvernement, qui a payé ? Écoutez, avec Gérard Larcher à la tête du Sénat et Bruno Retailleau à la tête du groupe, je crois que nous avons un tandem qui permet à cette majorité de travailler et très loin de la caricature que certains parfois veulent donner. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Sénat dans les 6 derniers mois depuis la crise du Covid. Nous avons travaillé effectivement pour adopter des textes dans l'urgence, pour les modifier, mais au bout du compte, on a trouvé un accord avec l'Assemblée nationale. Donc nous nous opposons, mais pas, j'allais dire, effectivement dans un réflexe pavlovien, pas par définition parce que nous sommes dans l'opposition. Nous faisons notre travail de législateur. Voilà, le Sénat travaille, il a toujours travaillé. Il a souvent été critiqué injustement, mais je crois que nous vivons une période où tout d'un coup, un certain nombre de commentateurs ou de Français s'aperçoivent de l'utilité du Sénat. Gérard Larcher dit on ne dit jamais oui par dogmatisme, on dit jamais non par discipline. Est-ce que vous allez rester sur cette ligne alors qu'on va arriver dans une période très politique avec la présidentielle qui va approcher durant ces 3 années ? Est-ce que vous allez rester sur cette ligne ou est-ce que vous dites la droite a besoin d'imprimer quelle est la première force d'opposition ? Nous sommes la première force d'opposition, mais dans le travail législatif, il y a le moyen d'affirmer ses positions par voie d'amendement. On peut faire adopter un certain nombre de dispositions ici, mais pour autant, nous ne sommes pas dans l'opposition systématique. Bon, ceci étant dit, nous allons rentrer dans la discussion de la loi de finances. C'est un moment extrêmement important eu égard au contexte économique et social dans le pays, et nous aurons l'occasion de dire un certain nombre de choses et de critiquer ce que le gouvernement est en train de nous proposer, parce qu'on nous a beaucoup parlé d'un plan de relance, mais quand on regarde ce qui est proposé, beaucoup s'inquiètent, et nous nous inquiétions. Donc nous allons avoir l'occasion de le dire, et de le dire fermement, parce que c'est aussi cela notre rôle. Oui. Oui, cette démonstration que la droite et le centre unis ont bien fonctionné, allez-vous militer pour qu'elle soit aussi appliquée aux régionales, départementales et à la présidentielle, puisque dans 8 mois, on est en campagne présidentielle ? La présidentielle, c'est autre chose. Les institutions sont ainsi faites, mais il est bien évident que pour les départementales et les régionales à venir au printemps prochain, je pense qu'il y a quelques leçons à tirer du résultat de ces élections sénatoriales. Oui, lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. Et donc, nous allons tenter d'incarner, encore une fois, dans nos territoires, cette alternative, cette autre vision des territoires. Parce que, on voit bien, on nous dit que le groupe La République En Marche va changer de nom pour s'appeler Renaissance
Renaissance et Territoires. Enfin, ça me fait un peu rigoler, excusez-moi. Donc ça veut dire Renaissance, ils ont perdu des des sièges, et les Territoires, ils les ont méprisés pendant tout le début du quinquennat pour s'apercevoir maintenant de leur utilité. Donc nous incarnons ici avec nos alliés centristes l'alternance et l'opposition, et nous allons essayer effectivement sur le terrain de poursuivre. Quand même que la République En Marche préempte ces territoires, alors qu'on sait que la droite, depuis des années, nous répète qu'elle veut faire la reconquête par les territoires. Est-ce que le fait qu'il change de nom ici au Sénat pour mettre le mot territoire, ça vous inquiète sur la ligne qui est aussi incarnée par Jean Castex, qui n'a que ce mot à la bouche? Ça n'a strictement aucune importance. C'est pas parce qu'on change le nom du groupe. D'ailleurs, je pense qu'en termes de visibilité, ne plus s'appeler La République En Marche et s'appeler Renaissance des Territoires, plus personne ne va rien y comprendre. Mais ce ne sont pas les mots qui sont importants, c'est la réalité du terrain. Et sur le terrain, regardez les élus locaux et regardez de qui ils se sentent proches aujourd'hui. Très majoritairement, on en a eu la démonstration hier, les élus locaux, les élus de nos territoires, se sentent beaucoup plus proches de la majorité sénatoriale que de la majorité nationale. Ça exclut donc pour les régionales des alliances, des listes communes avec LREM et les candidats de centre. Pour moi, ça exclut effectivement des alliances avec LREM. D'ailleurs, regardons là aussi la leçon des municipales. Ceux qui, chez nous, ont été tentés par des alliances avec LREM, certains l'ont payé très cher. Il faut de la clarté. Voilà, nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas dans l'opposition systématique, mais il faut de la clarté. Nous n'incarnons pas la même ligne politique que celle du président de la République. Il y avait des Républicains, notamment sur la liste de Sébastien Lecornu dans l'heure. Est-ce que vous craignez que le Sénat soit le laboratoire d'une recomposition de la majorité qui va tenter de se tourner vers la droite? Sébastien Lecornu aurait voulu jouer les apprentis sorciers, puisqu'effectivement, il avait même annoncé qu'il visait la présidence du Sénat. Excusez-moi, il a remporté un siège, alors que certains lui en donnaient 2. Alors, on ne peut pas dire que ça soit un franc succès. Donc, j'allais dire, pour son rôle d'apprenti sorcier, il repassera. Ça veut dire qu'il ne pourra pas briguer la présidence du Sénat, et pas tout de suite, pas en 2020, mais il visait plutôt 2023, voire 2026. Oui, enfin 2023 ou 2026, c'est dans un siècle politiquement parlant, donc nous verrons. Pour vous, elle est ratée pour vous, son élection à Sébastien Lecornu? Ratée, parce qu'il n'a réalisé qu'un siège alors qu'il en visait 2. Voilà, donc toutes ces combinaisons apparaissent souvent comme de la ratatouille politique et force est de constater en tous les cas que les électeurs n'y sont pas forcément sensibles. Le retour d'un groupe écologiste au Sénat, même si c'est un peu mathématique par rapport au municipal, ça va obliger peut-être le Sénat à se pencher un peu plus sur ces questions d'environnement. Ça va un peu vous secouer? Je trouve que vous êtes assez injuste en disant que ça va obliger le Sénat à se pencher sur ces sujets-là. Regardez un peu les rapports parlementaires produits ici. Beaucoup traitent de ce sujet. Maintenant, l'écologie, au sens groupe politique du terme, c'est souvent très compliqué. Enfin, en tous les cas, on a pu le constater dans le passé. Donc, ils sont une douzaine, si j'ai bien compris. Il y avait 4 sénateurs écologistes, ils reviennent à 12. Ils ont pris ces sièges essentiellement au Parti socialiste ou aux radicaux de gauche. Donc, ça n'est pas un bouleversement. Donc, ils ont un groupe, très bien. Ça ne va rien changer pour le Sénat ? En tous les cas, ils ont un groupe, donc voilà. Mais enfin, 12 sénateurs sur 348, on ne peut pas considérer non plus que ça soit la révolution. L'autre information, c'est une première, c'est un nationaliste qui va faire son entrée ici au Sénat, élu en Haute-Corse. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, on me dit qu'il siégera au groupe écologiste, ce qui paraît un peu étonnant, mais enfin, c'est ce qu'on nous annonce. Écoutez, il sera seul. Ce que j'espère, c'est que son discours s'inscrira dans le cadre de notre République. Parce que c'est parfois déjà le cas avec un certain nombre de nos collègues d'outre-mer, je ne citerai pas de nom, mais qui tiennent ici dans l'hémicycle un discours qui parfois surprend et parfois même choque un peu. Voilà, c'est le Sénat de la République française. Il y a eu une surprise hier, c'est Stéphane Ravier qui a conservé son siège, qui était le seul sénateur du Rassemblement national et qui restera le seul sénateur du Rassemblement national. Mais bon, dans les Bouches-du-Rhône, il a privé la droite d'un 4e siège. Ça s'est joué à rien, à 33 voix. Est-ce que vous pensez que localement, il y a des élus de droite qui ont voté pour Stéphane Ravier ? Écoutez, je n'en sais rien et vous n'en savez rien. Dans les Bouches-du-Rhône, en tous les cas, ce que je vois d'assez loin tout de même, c'est que la création de la métropole Marseille-Aix a beaucoup inquiété les petites communes. Et certains de mes collègues me disent qu'effectivement, Stéphane Ravier, probablement, a fait des voix dans ces petites communes des Bouches-du-Rhône qui regardent la métropole comme un objet un peu inquiétant. Voilà. Donc dans votre camp de droite ? Écoutez, vous savez, la grande majorité aujourd'hui des élus locaux ne sont pas encartés politiquement.
Et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Et même dans un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, de plus en plus de conseillers municipaux sont sans appartenance partisane. Et donc après, aller dire ce sont ceux-ci ou ceux-là qui ont voté ainsi, c'est extrêmement compliqué. Oui, le premier texte que vous allez examiner, enfin le premier grand texte, c'est évidemment le budget de la nation, puis celui de la sécurité sociale, donc avec le fameux plan de relance. Va-t-il assez loin, ce plan ? Je pense qu'il y a effectivement matière à discuter. Nous sommes dans une crise qui est extraordinaire. Moins 10 ou moins 11% sur le PIB, la dette publique qui s'envole, le gouvernement qui effectivement a pris un certain nombre de dispositions pour soutenir les entreprises et les salariés. Mais la question maintenant, c'est l'étape d'après. Est-ce que les mesures qui nous sont proposées sont véritablement un plan de relance ? Qu'est-ce que c'est qu'un plan de relance ? Ce sont des mesures dont on attend des effets immédiats. Donc, est-ce que les mesures proposées vont dans cette direction-là ? Moi, je m'interroge sur un certain nombre d'entre elles. C'est vrai qu'on peut imaginer baisser les impôts de production une dizaine de milliards de moins, mais l'effet de cette baisse va se faire ressentir dans le temps. Est-ce que ces 10 milliards ne seraient pas mieux utilisés ? Et puis, il y a probablement à prendre en considération les mesures qui vont manifestement durer dans un certain nombre de secteurs. On voit bien la fronde qui se lève du côté des restaurateurs, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont tout simplement se trouver en danger de mort très rapidement. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser cet argent public pour annuler les cotisations sociales ou des dettes contractées par ces entreprises ? Il y a vraiment matière à débat. On va parler de vous, Philippe Dallier. Vous êtes actuellement vice-président du Sénat. Vous ne pourrez pas le rester. Me représenter au sein du groupe. Oui. C'est la règle du groupe. C'est la règle du groupe. Quel nouveau poste vous souhaitez occuper dans ce nouveau Sénat ? Écoutez, mes collègues du groupe Les Républicains en décideront, mais je vais proposer ma candidature pour le poste de rapporteur général du budget. Vous pensez que ça sera bon ? Il y a d'autres candidats ? Oh là là, une élection est une élection. Rendez-vous lundi 5 octobre. Bon, vous souhaitez être rapporteur général du budget. Bruno Retailleau, lui, a dit déjà hier soir qu'il souhaitait rester président de votre groupe. Il est déjà un peu lancé pour la présidentielle. Est-ce qu'il peut rester président du groupe en étant candidat putatif à la présidentielle ? Écoutez... Si cela se fait, effectivement, il aura des décisions à prendre et je pense qu'il en est éminemment conscient. Voilà, mais nous ne sommes pas encore rentrés dans la présidentielle et c'est aussi cela que je voudrais souligner. Et à mon avis, les Français ne sont pas du tout entrés dans la présidentielle. L'urgence aujourd'hui, c'est la crise et la manière dont la combat. L'inquiétude des Français, pour beaucoup d'entre eux, c'est de savoir comment, si à la fin de l'année, ils pourront conserver leur emploi ou s'ils vont le perdre à cause de la multiplication des plans sociaux. Elle est là, l'urgence. Donc je pense que la présidentielle... Et puis au mois de mars... Mais dans les prochains jours, Bruno Retailleau peut être président du groupe. C'est pas un problème pour vous. Sans aucune difficulté, je le souhaite d'ailleurs. Et puis nous aurons au mois de mars prochain les départementales et régionales. La présidentielle viendra après. Est-ce que vous craignez que les ambitions de Bruno Retailleau et son positionnement plutôt à droite fassent partir certains sénateurs de votre groupe ? Écoutez, regardez le résultat que nous avons obtenu. Je le redis encore une fois, le tandem Gérard Alarché à la présidence du Sénat et Bruno Retailleau à la tête du groupe fonctionne extrêmement bien. Extrêmement bien. Et je constate que dans le passé, très peu de sénateurs ont fait le choix de quitter le groupe. Et là, nous progressons. Donc c'est quand même un bilan remarquable. Très bien. Alors après le budget, vous allez devoir aborder d'autres grands textes, notamment sur la sécurité sociale. Quelles mesures d'urgence voyez-vous pour amortir cette crise, justement ? Le financement de la sécurité sociale, et puis on pourrait aussi parler des retraites, du système des retraites. Ouais, voilà, c'était ma question. Ce sont des sujets qui, pour le moment, ont été mis de côté. Le gouvernement, c'était en partie nécessaire, fait comme si l'argent public pouvait couler à flot sans qu'à un moment donné, il faille prendre en considération tout cela. Moi, je tire la sonnette d'alarme et il ne faudrait pas que les Français croient qu'effectivement, on peut continuer par centaines de milliards à distribuer de l'argent public. Un dernier mot sur un dernier poste, puisque le renouvellement s'impose à tout le monde au sein de votre groupe, y compris à Philippe Bas, le président de la commission des lois. Est-ce qu'il doit rester, Philippe Bas, président de cette commission des lois ? Est-ce qu'il faut changer les statuts de votre groupe ? Il y a une
règle qui a été édictée. Elle m'empêche de me représenter comme vice-président du Sénat et elle empêche Philippe Bas de se représenter à la tête de la commission des lois. Le groupe va se réunir très prochainement. Je pense que ce sujet sera débattu. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sortira. Et pour vous, il ne doit pas être candidat. Il doit respecter le renouvellement. On va en débattre. Peut-être que ces règles ont été prises sans bien en mesurer les conséquences à l'époque. Pour autant, aujourd'hui, elles s'imposent. Voilà, on est dans une difficulté. J'ai beaucoup d'estime pour Philippe Bas et c'est un vrai problème. Merci beaucoup.